Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode très particulier. Alors pourquoi très particulier? Parce que là, vous me voyez ceux qui êtes sur YouTube, vous m'entendez ceux qui m'écoutez en podcast, et oui, je fais cet épisode sur deux supports, à la fois sur YouTube et sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube des Mémoires d'Adrien, et sur mon podcast exclusivement consacré au manga qui s'appelle Apéro Manga. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est exceptionnel. Ça fait longtemps que ceux qui êtes sur YouTube ne m'avaient pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais essayer de reprendre un rythme plus raisonnable. Ceux qui sont sur le podcast, vous m'entendez régulièrement à la fois sur Apéro Manga et sur mon podcast Le Salon littéraire consacré à la littérature. Mais voilà, sur YouTube ça faisait longtemps, depuis le mois d'août, donc je m'en excuse vraiment très sincèrement. Là je vais essayer de faire quelques vidéos et puis après on va essayer de reprendre un rythme plus régulier, une fois par mois, on va essayer. Bon, en tout cas, vous êtes nombreux à m'avoir demandé quand est-ce qu'il y aurait des prochaines vidéos, à en avoir réclamé. Là j'en fais une sur les mangas et dans les prochaines semaines vous allez en avoir également sur la littérature, sur mes lectures de l'année, que ce soit en fiction, en non-fiction, etc. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Et donc pour cette vidéo, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle sortira, pas avant Noël, très probablement. Le podcast peut-être avant Noël, mais pour la vidéo, il faudra peut-être un peu plus de temps de montage. En revanche, voilà, même si c'est après Noël, s'il y en a qui ont eu de l'argent, des chèques cadeaux, des chèques culture, etc., ça peut vous donner des idées de mangas à vous acheter ou à offrir. Parce qu'en effet, dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais vous présenter mon top 20, mes 20 meilleures lectures de l'année. Mais pas seulement, pas uniquement, je veux dire, celles que j'ai lues dans l'année, mais les nouveautés, celles dont le tome 1 est sorti dans l'année. Les mangas dont le tome 1 est sorti dans l'année. Alors attention, autre règle, parce que là, je sais qu'après les vidéos, il y en a, et après le podcast, il y en a qui vont commencer à me dire, mais attention, là, celui-ci, c'est pas du tout une nouveauté. Non, même s'il y a des rééditions, des séries qui étaient sorties il y a 20 ans, mais qui a une réédition et une nouvelle édition dont le tome 1 est sorti cette année, je les ai pris également en compte. Mais voilà, si les tomes 1 n'étaient pas sortis en 2023, je ne les mets pas dedans, et puis ça va être seulement des lectures que j'ai lues, donc évidemment il va y en avoir des oubliés, puis c'est un choix personnel, donc voilà. Donc je sais très bien que lorsqu'on fait ce genre de liste, ça en frustre forcément, il y en a qui sont déçus, etc. Mais ça ouvre au débat, ça ouvre à la discussion, puis ça permet en commentaire, n'hésitez pas à le faire, soit en commentaire, soit sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, de venir me vous proposer, vous, vos lectures, vos nouveautés préférées de l'année. Mais on va commencer de suite, il y en a 20, donc il y en a beaucoup, je vais essayer de pas trop m'attarder sur chacune des séries, on va aller très vite pour ne pas rester trop longtemps, pour pas que la vidéo fasse 3 quarts d'heure. Allez, c'est parti, 20e position. Et la 20e position, c'est la série qui s'appelle Silence de chez Kana, dessinée et scénarisée par Johan Vornier. C'est un shonen fantastique, c'est une saga où le soleil a disparu, où les gens sont obligés de vivre dans le silence parce que le fait que le soleil ait disparu, les monstres vivent en plein jour, en pleine nuit et menacent la vie des êtres humains. Les êtres humains obligés de se murer dans le silence parce que sinon s'ils sont entendus par les monstres, ils sont évidemment dévorés et donc ils ont été obligés également de réadopter le langage des signes jusqu'à ce qu'un personnage arrive et leur dise en fait c'est possible de combattre ces monstres en devenant un vous-même. Au-delà de cette apparence très shonen, fantastique, avec des monstres, des êtres humains, il y a toujours quelque chose de très intéressant sur le langage, sur les signes, et également sur le fait de devenir soi-même monstre pour pouvoir les vaincre, et on voit que ça va créer des surprises dans ce tome 1. Je n'ai lu que le tome 1, on attend le tome 2 avec impatience pour 2024, mais voilà, je voulais le mettre dans cette sélection. Voilà, numéro 19, on continue un peu en douceur avec une série de chez Kiyun qui s'appelle Valalian the Black Iron, dessinée et scénarisée par Toshimitsu Matsubara. Voilà, ceux qui êtes sur YouTube, vous me voyez regarder à côté, mais c'est parce que j'ai toutes les références, toutes les infos à côté sur l'écran pour pouvoir ne pas trop vous dire de bêtises. Donc c'est chez Kiyun, et donc on a eu le tome 1 qui est sorti cette année, on en a 4 en cours, et on va en avoir 6 au total, et c'est une série qui est terminée. Pour être très bref sur cette série, un jour Tetsujiro, qui est un ancien grand samouraï, il est transporté en pleine nuit, alors qu'il s'occupe de son fils, il s'en occupe seul avec son fils, c'est un ancien héros de guerre, il est transporté en pleine nuit dans une forêt, et d'un coup il est attaqué par des légionnaires romains, de l'époque romaine, donc très étonnant. Et en fait, il est sauvé de justesse par une jeune fille qui se présente comme sa Valkyrie, et elle lui expliquait qu'elle l'a amené ici au Valalia, elle l'a transporté parce que il doit l'aider
à remporter, à combattre les créatures, les guerriers qui se retrouvent dans cet endroit et qui menacent la paisibilité et la paix de cet endroit. Et que pour retourner auprès de son fils, eh bien, il va devoir lui-même combattre ces guerriers. Donc en fait, tout ça, c'est un prétexte pour ensuite nous amener à des combats entre les plus grands guerriers de l'histoire. Donc voilà, encore une fois, comme je vous dis, on continue en douceur avec cette 19e place, parce que voilà, c'est divertissant à lire, c'est amusant, ça va pas forcément au-delà, mais c'est amusant de voir des Grecs se battre contre des Romains, qui se battent contre des samouraïs, qui se battent contre des Huns, qui se battent contre des Français du 19e siècle, enfin bref, voilà, c'est complètement divertissant, il n'y a pas de profondeur derrière, il n'y a pas de message caché, mais c'est toujours amusant de lire également ce genre de manga. On monte un peu en gamme, avec un autre shonen, mais quand même qui pour moi s'apparente quand même à un seinen. C'est de chez Kiyun, c'est de Takenori et de Kaiji Nakagawa, et ça s'appelle Shadow of the Ring. J'en ai déjà parlé dans le podcast, ça faisait partie des mangas que j'ai beaucoup aimé. On est plutôt dans un royaume fantastique, de la fantasy, et on a un univers qui est une véritable cité montée sur des rails. Et elle suit constamment ces rails. En fait, c'est une cité donc du coup qui se déplace, elle a un circuit identique depuis la nuit des temps. Et en plus, elle a créé des armures surpuissantes qu'on appelle les Hakukai, et qui leur permettent d'améliorer leur capacité physique. On va avoir un visiteur étranger à ce pays qui est fasciné par ce pays, qui va se faire accepter par la famille royale, sauf que il va y avoir un drame, des morts, une suspicion, et ça va bouleverser l'équilibre général des royaumes autour. Voilà. J'avais énormément aimé le tome 1, un peu moins le tome 2, j'avais trouvé ça à la fois innovant dans le tome 1 et intéressant, un peu plus banal dans le côté fantasy dans le tome 2. Je vais poursuivre cette série en 2024, mais c'est pour ça qu'elle n'en arrive qu'à la 18e place, alors que lorsque j'avais parlé du premier tome, je l'avais vraiment mis très haut dans mes goûts de cette année. Hélas, le deuxième tome fait un peu baisser en gamme, je trouve, cette série. Allez, la 17e place, on va passer à quelque chose de beaucoup plus particulier. C'est une collection un peu délirante. C'est chez Delcourt Tonkam. C'est dessiné et scénarisé par Kiminori Wakasugi. Et ça s'appelle Who's Next. Donc c'est chez Delcourt Tonkam, je le dis. Là aussi, un truc complètement horrifique. Une attaque soudaine de monstres qui viennent et qui engloutissent d'un coup des élèves qui sont coincés dans un lycée. Sauf que ces élèves se rendent compte d'une chose très particulière, c'est qu'après en avoir englouti un, le monstre qui menace leur lycée, est rassasié, n'en cherche pas d'autres. Et donc il y a quelques élèves là dans le lycée qui se disent on va en sacrifier un par jour, en attendant que les secours arrivent, nous qui sommes les plus forts, on est 2-3, on va réussir à menacer les autres, à maintenir cette pression pour en sacrifier un par jour, et puis comme ça survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, et c'est ça qui est complètement délirant cette série. Là, on voit, vous allez voir dans cet épisode, on va voir de tout genre de manga, on va voir toute l'hétérogénéité, l'éclectisme du manga. Là, un manga complètement délirant, puis on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses par la suite. Mais ça fait partie quand même des bonnes séries, je trouve, de cette année, que j'ai découvert cette année, et que je vais continuer, puis on va voir si l'année prochaine, ça se poursuit. Alors, j'ai pas regardé combien il y avait de tomes exactement. Alors, il y en a eu 3 qui sont sortis en France, j'en ai lu qu'un. Et il y en aura 10 en tout pour l'instant, parce que la série n'est pas terminée au Japon. Allez, on continue avec à présent la 16e place. C'est un nouveau manga français chez Vega Dupuis, c'est scénarisé et dessiné par Mathieu Rennes, et ça s'appelle La théorie du chaos. Alors c'est très intéressant, la théorie du chaos. J'en ai parlé sur mon podcast déjà, donc si vous voulez, vous pourrez aller l'écouter pour avoir un peu plus de précision. Mais on a eu de très nombreuses de tensions dues aux différentes crises climatiques, sanitaires. Donc on a un peu ce contexte du Covid qu'on a connu ces dernières années. Et on a un mouvement écologiste qui devient de plus en plus puissant et qui soupçonne en fait le système capitaliste d'être à la base des crises sociales, écologiques et sanitaire, d'avoir certes apporté le remède, mais d'en avoir été à l'origine. Et en fait, de ces crises, de ces instabilités, le monde va complètement être bouleversé. Il va y avoir une cohabitation entre deux systèmes de vie. Un système de vie dans certains territoires où on a une technologie qui est surdéveloppée, et un autre système de vie où la technologie est sous-développée, où il n'y a plus de technologie. Et entre les deux, un territoire sur lequel va grandir Beck, qui grandit sur cette île, qui est complètement à l'écart, et cette fille, elle va être entraînée par un maître en arts martiaux. Et ce maître un jour disparaît, il s'en va, et il ne revient pas, et elle va partir à sa recherche. Et donc elle va découvrir ce monde fracturé, et elle va de plus en plus découvrir des choses sur la réalité, une réalité dans laquelle
Chacun est contrôlé grâce à un mécanisme qui permet de connaître la santé de chacun en temps réel. Et en fait, elle, on apprend qu'elle en est dépourvue, qu'elle n'a pas été implantée par ce mécanisme. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on va découvrir. Je trouve ça très, très intéressant. C'est en même temps d'actualité, à la fois des scènes de combat assez bien dessinées, je trouve. Donc la théorie du chaos, je me souviens que j'avais beaucoup aimé, et donc c'est pour ça qu'il méritait amplement de rentrer dans ce top 20. Je l'ai mis à la 16e place, donc c'est pas non plus folichon, mais c'est pas mal et c'est prometteur pour la suite. Allez, 15e place pour la série Common Bread de chez Vega Dupuis, là aussi dessinée et scénarisée par Mujia, une série terminée en 4 tomes, et The Common Bread, ça raconte l'histoire d'un monde futur, post-apocalyptique, dans lequel la religion a pris une place considérable, et dans lequel on ne mange qu'une chose, qui est le Common Bread. Et il y a une personne, la héroïne de ce manga, qui va vouloir partir à la recherche d'autres aliments. Elle va vouloir manger autre chose, et notamment, elle recherche quelque chose dont elle a entendu parler, un mythe qui est le ryokuri. Bon, voilà, ça semble comme ça, un peu étrange dit comme ça, mais en fait, c'est très profond. Ça va aller aux origines de ce monde. Qu'est-ce que la Terre ? Pourquoi ils en sont là ? Est-ce que cette humanité est vraiment celle qu'elle pense être ? Au-delà de la nourriture, il y a tout un symbole, il y a tout un message derrière. Les 4 tomes sont courts, intéressants, et là aussi, comme avec la théorie du chaos, avec des scènes de combat plutôt bien faites. Elle se bat vraiment de manière assez élégante, parfois en dansant, etc. Et j'ai plutôt bien aimé cette série en 4 tomes. Alors la fin n'a pas été à la hauteur, on va dire, de l'enthousiasme que j'ai eu peut-être par les 2-3 premiers tomes, mais malgré tout, c'est une bonne série, et je la mets donc dans mes séries préférées de cette année 2023. Elle a commencé en 2023, et elle s'est achevée en 2023. Donc voilà, c'est une série courte, donc si vous n'hésitiez à cause parfois de la longueur de certaines séries, là pour le coup, allez-y, foncez. 14e place pour Great Trailers de chez Saka, la collection manga de chez Casterman, qui fait d'excellents mangas, dessiné et scénarisé par Akira Miyagawa. Great Trailers, c'est l'histoire. Alors là aussi, on a 2 tomes en cours pour l'instant en France. J'en ai lu qu'un. Je n'ai pas lu le tome 2 là, qui vient de sortir récemment. Et au Japon, on en a eu 2 également. Voilà. Donc je lis en direct là, c'est pour ça que je suis surpris comme vous. Mais voilà, 2 tomes en France, 2 tomes au Japon. Donc, pas de jaloux. L'histoire, encore un monde post-apocalyptique, vous allez vous dire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup dans la deuxième partie du classement. Dans la première partie, dans les 10 premiers, je pense, et je crois me souvenir que j'en ai mis beaucoup moins, on verra après si ça se confirme. On a un monde post-apocalyptique, les survivants se disputent ce qu'il reste du monde, et on a Naoki qui travaille pour l'Institut Yao, qui exhume des vestiges du patrimoine technologique humain. Sauf que il fait des rêves étranges, des voix s'adressent à lui, et une jeune femme qui serait l'espoir de l'humanité, elle serait en danger, et c'est à lui qu'il adviendrait de lui porter secours. Il continue de survivre dans ce monde post-apocalyptique, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une femme qui se présente devant lui, une certaine Inako, et il semble reconnaître la voix qui s'adressait à lui dans les rêves. À partir de là, tout se bouleverse, je vous en dis pas plus, mais ce premier tome est exceptionnel, que ce soit dans l'histoire et dans les dessins qui sont un peu fuyants, des dessins qui peuvent perturber certains, et je sais que ça en a perturbé, et moi que j'ai adoré. La couverture ne ressemble pas du tout au dessin que vous allez trouver à l'intérieur, mais franchement, c'est une excellente série, et j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo, dans ce podcast. Et pour cette 3e place, Holy Land de Koji Mori. Et là, pour le coup, c'est pas une nouveauté de 2023, en tout cas au Japon, mais plutôt en France. Voilà, c'est une édition d'une série qui est plutôt ancienne au Japon, parce qu'elle date du début des années 2000, mais on l'a en France maintenant. Alors, il y a une sorte de hype autour de Koji Mori. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est lui qui prend la suite de Kentaro Miura pour Berserk. Voilà, c'était l'ancien meilleur ami de Kentaro Miura qui était décédé, l'auteur mythique de la série Berserk, à qui Koji Mori, Kentaro Miura avait révélé les secrets de la suite et la fin de son manga, et donc il lui a confié le rôle, la tâche de finir. Donc en fait, autour de cette actualité, on a plusieurs séries qui sortent comme ça de Koji Mori, et ça permet également de faire connaître cet auteur avant d'avoir la suite de Berserk. C'est l'histoire dans Holy Land de Yu Kamishiro, qui est un lycéen qui ne sent pas du tout à sa place. Il ne trouve pas sa place ni à l'école, ni chez lui. Il a l'impression d'être un poids sur cette terre, d'être un poids dans ce monde et de ne pas exister. Et il existe comment ? Il va s'entraîner pour se battre sans vraiment aimer ça. On a l'impression parfois d'avoir un automate qui le fait parce qu'il n'a pas l'impression de prendre du plaisir. Pourtant, il le fait, il devient très fort, il devient une légende au lycée et dans la rue. Et on va suivre ce personnage qui trouve enfin sa place
par la violence, mais sans avoir un désir de méchanceté ou de violence. Et c'est assez fascinant de voir ce personnage progressivement acquérir une identité par la violence, par les combats, ce qu'il n'avait jamais eu par la vie normale, entre guillemets. C'est intéressant, c'est troublant, et c'est pas du tout une apologie de la violence et des combats, pas du tout, parce que l'auteur rappelle souvent que c'est dangereux, que c'est hyper violent, et que ce n'est pas bien, parce que lui-même, je crois qu'il l'a fait lorsqu'il était jeune, mais pour autant, ben voilà, il met en place une réalité, et je pense que c'est une œuvre très autobiographique sur ce que lui a pu vivre. Allez, on passe à la suite, on va accélérer un peu, parce que là, je vois déjà qu'on est à 18 minutes d'enregistrement, ça va être un peu moins avec les montages, mais enfin, on va quand même accélérer, je vous rassure. 12e place pour Soloist in a Cage, une cité prison, une sœur qui élève son petit frère à l'intérieur, elle arrive à sortir de cette cité prison, pas lui, elle va essayer d'y revenir pour essayer de le sauver, des rencontres, des renversements de situation, des combats très très élégants, très classe, beaucoup aimé. C'est une série qui s'est achevée en 3 tomes et vraiment, Soloist in a Cage, c'est de chez Kiyun et c'est exceptionnel. Donc voilà, Soloist in a Cage qui méritait absolument cette 12e place. Vous voyez, là j'ai fait vite, on va essayer de faire pareil dans les prochains, mais pas trop non plus, il faut quand même vous donner envie de lire les séries. Hein. Ah, celle-là. Celle-là, franchement, elle méritait peut-être d'être un peu plus haut si les dessins étaient meilleurs. Mais Du Mouvement de la Terre, de chez Kiyun, là aussi, scénarisé et dessiné par un auteur qui s'appelle Woto, voilà, sûrement un acronyme. On a eu 8 tomes au Japon, série terminée, on en a 4 actuellement en France, et c'est sur l'histoire de la découverte progressivement de l'héliocentrisme. Les gens étaient persuadés au Moyen-Âge du géocentrisme, que tout était au centre, la Terre, que toutes les autres planètes tournaient autour de la Terre, que la Terre était plate, etc. Et petit à petit, il va y avoir des scientifiques qui, au risque de leur vie, et on le voit dans cette série, vont petit à petit vouloir prouver que non, la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est le Soleil, la Terre est ronde. Bref, c'est le combat de la science contre la religion, c'est fascinant, c'est extraordinaire, historiquement, scientifiquement, scénaristiquement c'est exceptionnel, les dessins sont quand même assez faibles, c'est ce qui fait que j'ai mis cette série à la 11e place, qu'elle n'est pas rentrée dans le tome 10, parce que les dessins sont assez faibles et les cases sont un peu vides. En fait, derrière les personnages, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, donc peut-être qu'ils devraient s'entourer d'assistants à l'avenir pour d'autres séries, parce que ça fait quand même très vide, et ça m'a quand même gêné, et je ne suis pas le seul. J'en ai parlé avec des amis qui m'ont dit le même ressenti à propos du ressenti très vide de cette série. Allez, maintenant, attention, on va passer au top 10. Donc là, les choses sérieuses commencent. Allez, top 10 de cette année 2023, nouveauté, en tout cas premier tome sorti, en manga. Là aussi, voilà, c'est une réédition. En Japon, elle est sortie en 2000, ça s'appelle Season Life. Dessiné par Kaiji Kawaguchi et scénarisé par Nobuyuki Fukumoto. Season Life, c'est en 2 tomes sortis chez Panini Manga, une belle édition en plus. Je vous mettrai les photos évidemment dans la vidéo, puis vous pouvez aller chercher si vous écoutez en podcast. Donc c'est en 2 tomes, c'est terminé, c'est une enquête. Parce qu'en fait, Takeda, il apprend qu'il a atteint d'un cancer. Il apprend qu'il a atteint d'un cancer et qu'il va mourir de ce cancer. Il n'a plus que 6 mois à vivre. Or, il va décider de se suicider parce qu'il n'en peut plus de la vie. Et en plus, on va dire qu'il a une vie privée compliquée parce qu'il a toujours tout misé sur sa vie professionnelle. Sa femme est décédée, finalement il n'était pas assez présent pour elle au moment de son décès, au moment de sa maladie, et sa fille unique, elle avait disparu. On ne sait pas vraiment si elle est morte, mais elle a disparu il y a 14 ans. Et donc il va se suicider, mais au moment où il s'apprête à se pendre, le téléphone sonne. C'est le tout début du tome 1, la police a retrouvé le corps de sa fille, disparu donc il y a plus de 14 ans, comme je vous disais. Et, coïncidence, mais évidemment ce n'est pas vraiment une coïncidence, que l'auteur a fait exprès, il lui reste 6 mois pour retrouver et faire condamner l'assassin de sa fille, parce qu'au-delà de ces 6 mois, délai de prescription oblige, on ne pourra plus rien contre l'assassin. Donc ça va être une course contre la montre, à la fois lui contre le cancer, et à la fois contre le délai de prescription pour essayer de retrouver l'assassin de sa fille. Très très bon, très très bonne série, excellente enquête. Pour moi, une résolution un petit peu trop simple et un petit peu trop miraculeuse à la fin, qui fait que je la mets 10e de top 10, mais voilà, très très bonne série, je vous la conseille évidemment. On passe à la 9e place. C'est chez Kana, ça s'appelle Kujo l'implacable, scénarisé par Shoei Manabe, dessiné par la même personne. On va suivre les aventures de Kujo, qui est un avocat très particulier, chez qui la morale semble avoir peu de place. On a l'impression qu'il défend juste les malfrats au début, etc. Et puis en fait, on va voir petit à petit sa morale se dessiner, sa conception du droit.
Je trouve ça très intéressant, mais attention, très cru. C'est-à-dire que les problèmes de la société japonaise sont abordés, mais sans tabou, sans filtre, et c'est parfois assez insupportable à lire sur certains problèmes qu'il y a dans la société japonaise. Donc un manga sociétal, mais pas du tout un manga divertissant, mais un manga intéressant, par exemple sur l'état des maisons de retraite au Japon, très intéressant, et également un vrai manga sur le droit. Sur qu'est-ce que la morale, qu'est-ce que le droit, est-ce que tout le monde mérite d'être défendu, pourquoi, comment, voilà, je trouvais cette série très intéressante, un peu irrégulière peut-être, je me souviens que le tome 3 j'avais moins aimé, et le tome 4 j'ai trouvé ça extraordinaire, il y en a 10 en cours au Japon, et on en a eu 4 pour l'instant en France. Et pour la 8e place, une série très ancienne, mais dont on a la réédition actuellement, et dont le premier tome est sorti en 2023, la série s'appelle Boko Stratège, elle date du début des années 90 au Japon, vous voyez, assez ancienne. Il va y avoir 11 tomes en tout, et donc en France, je crois qu'actuellement, les éditions Vega Dupuis les ressortent dans de très belles éditions, et actuellement, je crois qu'on a eu le 5e qui est sorti, donc il en reste 6 encore. On est au 3e siècle avant notre ère, c'est la Chine des royaumes combattants, que l'on retrouve également dans la superbe série Kingdom de chez Meian. On va voir un personnage qui s'appelle Keri, et qui fait partie d'un clan de Motsue qui sont pour la paix. Donc pour la paix dans cette Chine combattante et dans cette Chine guerrière. Et il va aller soutenir les cités qui sont assiégées, les cités qui sont attaquées par d'autres plus puissants à côté. Et donc voilà, on va suivre ce Keri qui notamment au début va soutenir la cité de Liang, et puis voilà, on va voir des stratagèmes militaires, des stratagèmes stratégiques, et puis ce qui est intéressant dans cette époque guerrière, c'est aussi de voir le poids de la religion, le poids de certaines croyances, le poids de certains clans. C'est une série extraordinaire, les dessins sont très beaux, historiquement c'est très sérieux, c'est vraiment Kingdom mais de manière beaucoup plus sérieuse et avec moins de caricatures et d'exagération parfois dans les combats, donc c'est très réaliste. Vraiment, je vous l'encourage, je vous la recommande, je vous la conseille, allez lire Boko Stratège, c'est excellent, je rappelle, c'est chez Vega Dupuis. 7e place pour la série qui s'appelle The Horizon, une série coréenne de Ji-Hoon Jung et de Ji-Hoon Jeong. J'espère l'avoir bien prononcé. C'est édité par Nazca en France. En Corée, elle est sortie en 2016 et c'est une série qui est terminée avec 3 volumes. Et en France, je ne sais plus si on a eu les 3 qui sont sortis. Je ne sais plus. Je crois qu'on a eu les 3. Je n'ai lu que le tome premier, donc il faut encore que je lise les 2 autres, mais j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. L'histoire est assez linéaire, on a 2 enfants qui se rencontrent à l'improviste à la suite d'une guerre, à la suite d'un cataclysme, un garçon et une fille, et ils décident de faire chemin ensemble afin de découvrir ce qu'il y a au bout d'une longue route. C'est très linéaire, très horizontal, beaucoup de paysages, beaucoup de brume également, de brouillard, et ils vont devoir survivre dans ce chaos, au milieu de la folie des adultes, dans toutes ces épreuves, des tragédies, il leur arrive des choses absolument tragiques. C'est très profond, c'est très intéressant sur l'après-guerre, et non, j'avais vraiment aimé l'ambiance. Voilà, c'est surtout un manga d'ambiance, un manhwa, parce que c'est coréen, un manhwa où règne une ambiance très pesante, on a l'impression presque de se balader avec eux au milieu des brumes. J'avais adoré ce tome 1, et là aussi, comme Kujo l'implacable, c'est pas du tout un manga divertissant, vous voyez. On change complètement d'ambiance par rapport au tome que je vous présentais dans les places 10 à 20. Là, on va dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus lourd, et sur l'apocalypse, le chaos, et sur la solitude de ces enfants qui peut régner après une guerre, parce que les adultes se font la guerre, les adultes continuent d'avoir cette folie, mais après quoi? Qui est responsable de tout ça? Qui va assumer les conséquences de ce qu'on voit dans ce tome, dans ce manga? Et c'est très responsabilisant, et c'est très intéressant, je trouve, ce qu'on voit dans ce manga The Horizon, ce garçon, cette fille, qui ont toujours leur naïveté d'enfant, mais leur naïveté d'être humain au milieu du chaos. C'est une série vraiment extraordinaire, on n'en a pas assez entendu parler, je trouve, au regard de ce qu'elle aurait mérité d'être lue. Voilà, j'en arrête là, je me suis un peu emballé, je suis désolé, mais vraiment, The Horizon, j'avais adoré. À la 6e place, c'est aussi une vieille série qui est rééditée. Là, c'est une série qui date de la fin des années 70 au Japon, c'est de Yoshikazu Yasuhiko, et c'est Arion. Voilà, Arion qui se passe dans la mythologie grecque. Arion, c'est le fils imaginaire de Déméter et de Prométhée. Il est enlevé par Hadès, qui l'entraîne au royaume des enfers. Il y grandit, il devient un grand guerrier dans le but de tuer Zeus et Poséidon.
on est en pleine mythologie. Je crois qu'Arion, il n'existe pas. Vraiment, c'est un personnage qui est inventé par ces mangaka, une histoire qui est inventée, mais on y croit. On a vraiment l'impression voilà, d'être dans la mythologie, parce que tout le reste est crédible. Les dessins sont anciens, on voit quand on est dans les années 70-80, mais c'est très bien, c'est très clair, les combats sont très bien représentés. En plus, alors là il faut le dire, franchement, les éditeurs Naban, la maison d'édition Naban nous a régalé, parce qu'ils nous ont sorti un mastodonte, ils nous ont sorti une édition en format A4 super épais, super beau. Allez voir, franchement, soit en librairie, soit sur internet, c'est magnifique. Chaque tome coûte à peu près 21 €, ça peut sembler cher un peu comme ça, mais franchement ça les mérite amplement. C'est une très belle série, l'histoire est géniale, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'étais à fond, donc j'ai vraiment une seule hâte là, c'est de lire le 3e tome, qui est sorti, je crois qu'il est sorti en début décembre. Donc voilà, si vous voulez soit vous l'offrir, soit l'offrir à quelqu'un, allez-y, foncez sur Arion, qui est extraordinaire. On passe maintenant, voilà, vous avez vu ce que j'ai dit quand même de la 6e place. Alors qu'est-ce qui va en être de la 5e place? C'est parti, de suite, on file à la 5e place. 5e place, génialissime, c'est l'abomination de Dunwich de Go Tanabe, l'adaptation par Go Tanabe chez Kiyun de toutes les œuvres de Lovecraft. Et Go Tanabe, il est parti dans un délire, dans une ambition extraordinaire, c'est d'adapter tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et Kiyun, en plus, mêle cette ambition artistique extraordinaire à une édition phénoménale et qui est sublime. Un faux cuir, on a l'impression de retrouver un grimoire ancien dans un vieux manoir. C'est parfaitement adapté à l'œuvre de Lovecraft, un papier de qualité, ça permet vraiment de sublimer les dessins qui sont génialissimes. Franchement, toutes les œuvres que j'ai lues de Go Tanabe dans l'adaptation des œuvres de Lovecraft sont extraordinaires. Il a parfaitement saisi l'ambiance Lovecraftienne. Il y a parfois je me souviens dans les montagnes hallucinées, les paysages comme ça, complets, on est à fond dedans. L'appel de Cthulhu est très bien fait également, enfin bref, je sais qu'il y a le Cauchemar d'Isthmus aussi qu'il faut que je lise et qu'apparemment est extraordinaire. Et là c'est pareil, on a un village reculé dans la Nouvelle-Angleterre, il y a des rumeurs dans ce village, on dit qu'il y a des cercles de monolithiques étranges, etc. Enfin bref, on est vraiment dans une ambiance de Lovecraft, c'est très bien dessiné. Et en 1913, on a la naissance d'un enfant qui a un mystère de plus parce qu'on ne sait pas qui est le père. Sa mère est une albinos, aux airs de sorcière, et l'identité de père est vraiment tenue secrète par le patriarche Whatley, qui assure qu'il s'agit d'un être supérieur. Et un être supérieur parce qu'il se développe très vite. À 3 ans, on dirait qu'il en a 10. À 10 ans, on dirait qu'il en a 23. Il lit des choses qu'il n'est pas du tout censé lire. Il correspond avec un professeur d'université qui pense qu'il a affaire à un type de 40 ans. Il arrive, le professeur d'université, pour lui amener un livre que l'enfant a demandé. Il se retrouve face à un enfant de 10 ans. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Moi, je croyais que c'était un adulte avec qui je correspondais tellement la qualité de ses écrits est extraordinaire. Je me retrouve face à un enfant de 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce village ?» Et d'ailleurs, quand il s'en va, je peux dire qu'il est rassuré de partir parce que le village est complètement étrange. Bref, on est vraiment chez Lovecraft. C'est super bien fait. On n'a qu'un tome là pour l'instant qui est sorti. Il y en aura 3, je crois, en tout, qui ont été faits par Go Tanabe. On est dans le cycle du mythe de Cthulhu. Voilà, on a cet être supérieur, on se doute qu'il y a un rapport avec Cthulhu. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Vous êtes dedans, vous n'arrivez pas à le boucler tant que vous n'êtes pas arrivé à la dernière page. Tout Go Tanabe chez Kiyun est génial. Franchement, bravo Kiyun et merci pour cette édition. Et là, vous allez voir que je ne me moque pas de vous, parce que la 4e place, elle est exceptionnelle. Là aussi, une vieille série du début des années 2000 qui ressort ressort chez les éditions Nobi, qui nous offre Katsu de Mitsuru Adachi. Katsu de Mitsuru Adachi qui finit 4e de ce top 20 de l'année 2023. Katsu, Mitsuru Adachi, je l'ai découvert cette année, et franchement, j'aurais pu en mettre plein. Alors on n'a que Katsu qui est sorti en France, là, en nouveauté 2023. On en a d'autres qui vont arriver dans les prochaines années. Les autres, j'ai lu les anciennes éditions que j'ai trouvées en médiathèque. Mais Katsu, c'est génial. Katsu, c'est l'abréviation de Katsuki, qui est le prénom de 2 personnages, un garçon et une fille. Ils portent le même prénom. Ils ont un autre point commun. Leur père est une ancienne star de la boxe. Mais lui, ce garçon, va s'inscrire dans un club de boxe pour essayer de séduire la fille. Sauf que ce qu'il ne sait pas au début, c'est que la fille n'a plus envie d'entendre parler de boxe parce que sa mère s'est séparée de son père et donc elle n'a plus du tout envie d'entendre parler. Donc ça commence très mal. Vous en concéderez l'analyse. Mais ça va se poursuivre un peu mieux parce qu'ils vont commencer à s'apprivoiser. Et puis il va y avoir ce jeu des regards qui est chez Adachi extraordinaire. C'est une comédie romantique, mais à la fois nostalgique et romantique, très drôle, avec cette capacité qu'a Mitsuru Adachi de briser le 4e mur. C'est simple, pour moi Mitsuru Adachi, c'est un vrai auteur, c'est de la vraie littérature. On est dans l'un des plus grands mangaka peut-être de tous les temps, peu connu en France, une star immense au Japon, mais en France peu connu.
et je serais ravi vraiment de contribuer très modestement à le faire un peu plus connaître. Je lui ai consacré des podcasts, on va essayer d'en parler également sur YouTube cette année, également sur mes podcasts. Mais voilà, c'est une série extraordinaire, même si vous n'aimez pas le box, ce qui est mon cas, vous allez aimer. C'est super bien, c'est fin, c'est drôle, c'est nostalgique, et en plus, et ça c'est fort, c'est nostalgique sur des époques et sur des éléments qu'on n'a pas connus. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui est présenté comme nostalgique dans le manga, moi je ne les ai pas connus, j'ai pas connu tout ça. Tout ce qui est présenté comme dans le mode de vie, etc., du Japon, des années 80, 90, et pour autant il arrive à me transmettre sa nostalgie. Je n'aime pas la boxe, je ne vais pas prendre du plaisir à regarder la boxe, et pour autant, j'adore ce manga. Je déteste le baseball, enfin c'est pas que je déteste, c'est que je n'aime pas le baseball, et je comprends rien aux règles. J'ai lu plus de 30 tomes d'une série de Mitsuo Adachi sur le baseball, je comprends toujours rien aux règles, mais c'est l'une des plus belles séries de manga de tous les temps que j'ai lu, ça s'appelle Touch, c'est extraordinaire, puis également Cross Game qui est également extraordinaire sur le baseball. Enfin bref, je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter, j'avais promis d'être bref, je ne l'ai pas été, on passe à la suite, mais Mitsuo Adachi Katsu, c'est extraordinaire. Allez, on arrive au podium, 3 chefs-d'œuvre, c'est parti. Quand je regarde la troisième place, je me dis, mais comment j'ai pu en mettre 2 au-dessus? Si, vous allez voir, il y en a 2 qui sont encore mieux, mais c'est Le Fils de Taïwan. Le Fils de Taïwan, c'est extraordinaire comme série. Alors, série terminée en 4 tomes, là aussi, c'est coréen, de Zhu Jiangxin. C'est un manhwa qui se passe à Taïwan, évidemment. Et donc là, on a toute l'histoire du XXe siècle de Taïwan à travers un être humain, un homme, assez connu, qui s'appelle Kulin Tsai, qui a vécu différentes époques, depuis l'occupation japonaise jusqu'à la levée de la loi martiale, en passant par l'arrivée du gouvernement nationaliste chinois, puis la terreur blanche. Enfin bref, voilà. Ça permet vraiment, parce qu'aujourd'hui on parle dans l'actualité de Taïwan, ce manhwa, permet de parfaitement comprendre toute l'évolution, toute l'histoire de Taïwan, et de comprendre aujourd'hui l'actualité. C'est extraordinaire, c'est à chaque fois un coloris différent. C'est très bien, c'est très pesant, c'est profond. En plus, il y a des explications assez longues, des explications textuelles très longues sur le contexte taïwanais. Également, des polices d'écriture différentes en fonction de la langue qui est utilisée, le chinois, le japonais, puis les dialectes locaux. Ça a été un immense coup de cœur lorsque j'ai découvert le tome 1. Le tome 2 également a été excellent. Le tome 3 peut-être un peu en retrait par rapport aux 2 premiers. J'ai hâte que le tome 4 sorte en janvier 2024. Mais Le Fils de Taïwan, si vous aimez l'histoire, si vous aimez la géopolitique, si ça vous intéresse, si vous avez envie de comprendre par un manhwa qui est très bien fait et par une histoire fascinante de cet homme qui a vécu plusieurs vies en une, Le Fils de Taïwan, c'est fait pour vous. Je rappelle l'éditeur, je ne l'ai pas dit, c'est chez Kana. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui avait fait une série qui s'appelait Mauvaises Herbes, qui était très dur à lire. Là, c'est quelque chose d'un peu plus léger, ça s'appelle Hirayasumi. Hirayasumi de Keigo Shinzo. J'ai un éditeur que j'aime énormément qui s'appelle Le Lézard Noir, qui fait beaucoup de qualité. On va suivre les histoires d'un quasi-trentenaire, Ikuta Hiroto, qui est employé à mi-temps, insouciant, célibataire. Il vit son existence comme un pacha, paisiblement, tranquille, sans se soucier du lendemain dans une maison dont il a hérité. On va comprendre au début du tome 1 comment il en hérite d'une vieille voisine qui va décéder, qui va lui transmettre sa maison. Le début déjà est extraordinaire, hein. Sa relation avec la vieille voisine est phénoménale. Et quand la vieille voisine, mais on le sait dès le début qu'elle va décéder parce qu'elle lui a transmis sa maison, décède, on est bouleversé. On est bouleversé par cette mort. Et va arriver Natsumi, sa cousine de 18 ans, qui est étudiante en art, et elle vient vivre chez lui. Elle va un peu bousculer et bouleverser sa vie tranquille, parce qu'ils vont pas du tout avoir les mêmes centres d'intérêt, pas du tout avoir les mêmes rythmes. Elle va être très expansive, extravertie, etc. Lui, il va être plus introverti, et les deux vont devoir s'apprivoiser. Elle va se lancer dans l'écriture, le dessin d'un manga. Lui, il va découvrir beaucoup de choses dans sa vie. Son meilleur ami va devenir père. Il va y avoir les idées de la paternité qui vont arriver également. Il va faire la rencontre d'une femme agent immobilier qui, elle, voit la vie à 100 à l'heure, qui va être complètement là à l'opposé aussi de cet homme qui vit sa vie vraiment à 10 à l'heure. C'est un manga tranche de vie. C'est un manga presque un documentaire sur la vie à Tokyo de cette génération japonaise. Mais c'est génial. Certains vont dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais je ne suis pas d'accord. En fait, il se passe plein de choses. C'est très émouvant, c'est drôle. Hirayasumi, c'est extraordinaire. D'habitude, il fait des séries assez courtes. Keigo Shinzo, là on a la chance, je crois qu'il va arriver jusqu'à 8 tomes, peut-être pour cette série, ou plus, je sais plus. En tout cas, pour l'instant, on en a 3. Il va y en avoir au moins 6, parce qu'on est déjà au 6e tome. Mais je crois avoir entendu qu'il y en aurait 8 au total. Enfin bref, Hirayasumi, Le Lézard Noir, foncez, c'est génial.
Et on va arriver maintenant à la première place. Et la première place, alors, elle va forcément créer des désaccords, parce que tout le monde ne va pas être d'accord, et je sais que, en plus c'est une série qui se vend assez peu, qui n'est pas très connue, mais moi, ça a été mon gros coup de cœur de cette année. Le tome 1 comme le tome 2, ça s'appelle B-Side. B-Side de chez Kiyun, dessiné et scénarisé par Kokoro Hirai. Voilà, on est chez Kiyun. Alors, je vais vous lire les résumés, c'est vraiment super. Franchement, moi j'ai eu un coup de foudre. Vous pourriez presque arrêter cette vidéo là, maintenant, ce podcast, et aller écouter, aller lire B-Side, et vous allez voir la claque visuelle et scénaristique que vous allez prendre. Enfin, en tout cas, moi ça a été mon cas, et j'espère que vous aussi, si vous suivez mes conseils, que vous avez adoré. C'est sur la musique. Voilà. C'est sur la musique, sur les sentiments, sur les émotions, sur les passions que peuvent nous faire transmettre, nous faire ressentir la musique. On a les aventures de Rui, qui grandit dans une famille qui est obsédée par l'excellence. Et lui, pas tant que ça. Sa famille, sa mère veut à tout prix faire de lui et de son frère aîné Yugo des parfaits interprètes de musique classique. Mais en suivant la partition, ligne après ligne, noire, blanche, croche, double croche, vraiment, il faut être parfait au niveau du solfège, suivre la partition, être parfait dans la technique. Mais lui, ce qu'il aime, c'est composer, c'est improviser, c'est interpréter, c'est se sentir et se laisser bercer par la mélodie, se sentir flotter dans la mélodie, entre les partitions, entre les notes, et suivre une sorte de mélodie qui trotte dans sa tête depuis toujours, avec une voix qui résonne en lui et qui l'incite à flotter et à se laisser dépasser par le solfège et la technique pure. Et on a deux conceptions de la musique dans ce manga. La conception de la technique, du respect de la partition, de suivre une partition ligne après ligne, ou la conception de l'art presque génial, mais qui dans l'improvisation. De l'art, c'est pas l'opposition entre inné et acquis, j'allais dire ça, mais pas du tout. C'est vraiment l'opposition entre la technique et l'improvisation. Mais pour improviser, c'est là que moi, c'est ce que je pense, en tout cas, pour improviser, pour être capable de parfaitement improviser, il faut avoir une technique parfaite. Et donc, petit à petit, lui et son frère, ils vont s'autonomiser, ils vont se séparer de leur famille qui vraiment leur met une pression folle, une pression incroyable pour être parfait techniquement, pour aller dans la musique classique. Eux, ils ont envie vraiment de s'autonomiser de ces partitions. Lorsque le grand-père arrive et qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de créer et d'improviser, ils rentrent dans une colère folle. Eux, ils refusent de se plier, ça va devenir un peu violent, enfin bref, il va y avoir une énorme dispute familiale. Et j'en dis pas plus, pour en tout cas le fond de l'histoire et sur ce qui se passe dans le scénario, mais ce que je peux en dire, et surtout, voilà, je vous conseille de ne pas lire les résumés que vous allez trouver peut-être sur Internet, etc. Mais il va y avoir cette voix qui résonne en lui. En fait, c'est la voix d'un vieux compositeur, de musique classique, qui lui aussi a vécu certains troubles, qui lui aussi a vécu certaines frustrations avec sa propre composition, et ça va résonner en lui. Et donc on va avoir à la fois l'histoire de ce jeune, Rui, et à la fois l'histoire de ce compositeur qui est tel un fantôme, tel une ombre qui se détache de lui, qui le suit tout le temps, et tout est là en fait, toute la puissance, je trouve, de cette série, c'est dans la manière de faire ressentir la musique, de faire ressentir les émotions qui sont provoquées par la musique, quelque chose de très flou, des dessins, des ombres, des vagues, etc. qui sont submergées. J'arrive pas trop à décrire, il faudrait que je vous montre des images, mais j'ai pas envie parce que il faut vraiment que vous profitiez, que vous découvriez par vous-même cette série. Franchement, essayez B-Side, au moins le tome 1. Donc on a 2 tomes en cours qui sont sortis. Le tome 2, je l'ai trouvé aussi extraordinaire. Voilà, le tome 2 m'a conforté dans ce que j'avais pensé, mais au moins le tome 1, c'est une très très belle surprise. C'est chez Kiyun. J'espère que si vous me faites confiance, que vous allez l'aimer, mais là je suis vraiment tout à fait prêt à en discuter après. Bon, en tout cas voilà, moi B-Side, j'avais vraiment envie de mettre en avant cette série parce que je la trouve géniale, je la trouve extraordinaire. Et elle a vraiment, parce que je fais de la musique, j'ai fait du solfège, j'ai fait de l'instrument de musique, etc., étant jeune, etc., et ça en fait ressurgir à moi des souvenirs du passé, des discussions que j'ai pu avoir avec mes profs de musique, etc. J'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai ressenti des frissons lorsque je lisais certaines pages. J'avais des frissons lorsqu'il se lançait dans l'improvisation, que ce soit au violon ou au piano, j'étais à fond dedans avec lui, etc., et j'avais presque l'impression de jouer avec lui alors que j'ai jamais fait de violon. Enfin bref, j'ai adoré B-Side. J'ai adoré la plupart des séries dont je vous ai parlé aujourd'hui, pas toutes au même niveau, mais c'était quand même une très belle année 2023, voilà. Donc franchement, une très belle année de manga qui prouve à la fois que le manga est hétérogène, éclectique, on prend plein de genres, de l'histoire, du thriller,
de la comédie romantique, du sport. Il y a vraiment de tout dans le manga, c'est ce qui permet de pouvoir faire ses choix par goût, ne pas forcément lire les choses qui ne nous intéressent pas du tout, mais ne pas dire les mangas c'est nul parce qu'il y a ce type de manga. Non, il faut en essayer d'autres, et il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tous les types de dessins, pour adultes, pour garçons, filles, etc. Enfin voilà, j'adore les mangas. J'espère vous avoir un peu partagé ma passion pour ceux qui sont sur YouTube et qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas forcément des passionnés de manga. J'espère vous avoir donné envie d'en essayer au moins un ou deux. En tout cas, voilà, prochainement, il va y avoir les romans qui vont arriver, les essais aussi, l'histoire. Rassurez-vous, on va retourner vers des classiques également. Je suis ravi d'être de retour sur YouTube. Je suis ravi également de conclure cette année sur le podcast Apéro Manga. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui m'écrivent pour me dire que c'est génial ce que je fais, qu'ils adorent, que ça leur donne des idées. Moi, ça me rend chaud patate. Je suis heureux quand je dis ça. Merci beaucoup à ceux qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais revenir. Merci à ceux qui m'ont dit que je leur manquais, parce que j'étais vraiment très touché par vos mots. Vraiment, vous êtes extraordinaires. Merci pour votre fidélité. Belle fête de fin d'année si vous ne regardez pas d'autres contenus de moi d'ici la fin de l'année. En tout cas, voilà, moi, je suis toujours là. Rassurez-vous, on revient. On va parler de littérature, de toutes les littératures. Prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt, que ce soit dans le podcast ou sur YouTube. À très bientôt pour des nouvelles aventures d'Apéro Manga, des mémoires d'Adrien, du salon littéraire, bref, il y en a pour tous les goûts. Salut, à la prochaine.